pile, 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct ce soir sur LCI. Quand la 7e fortune du monde intervient dans la guerre des taxes, Bernard Arnault, le patron de LVMH, avertit les dirigeants européens. Il est vital pour les entreprises en France de régler à l'amiable, je cite, les tensions commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Comme Elon Musk, il se dit favorable à une zone de libre-échange entre les deux puissances économiques et trille ce qu'il appelle les bureaucrates de Bruxelles. Il faut dire, regardez, que les États-Unis sont un marché stratégique pour le géant du luxe. Les États-Unis représentent 25% du chiffre d'affaires du groupe. L'an dernier, la hausse des droits de douane a déjà fait perdre plusieurs milliards à Bernard Arnault, qui envisage de délocaliser une partie de sa production outre-Atlantique. Il est prêt à saisir l'invitation du président américain à investir sur son territoire. Business first, vous le savez, c'est la devise de Trump, qui négocie avec Poutine le partage des terres rares de l'Arctique russe, tente un deal sur Boeing et même sur Mars, vous le verrez. Guerre des taxes, le coup de pression de Bernard Arnault, c'est le thème du grand dossier ce soir. Écoutez l'avertissement lancé par le PDG de LVMH lors de l'Assemblée générale des actionnaires de son groupe. Il faudrait aboutir à une zone de libre-échange avec le premier marché du monde, qui est quand même toujours les États-Unis, et faire en sorte que ça puisse recréer un climat de confiance, d'échanges commerciaux, de progression réciproque. Partons à l'Elysée retrouver Bastien Auger en direct. Bonsoir Bastien. Américains et Français se sont retrouvés à Paris autour d'Emmanuel Macron pour parler de la guerre en Ukraine. Mais la guerre des taxes est aussi au centre des discussions. Oui, en effet, au milieu de ces multiples réunions qui s'enchaînent et qui portent en effet principalement sur l'Ukraine, il y a quand même une place pour cette guerre commerciale. C'est ce que nous a précisé ce matin l'entourage du président de la République. Il faut dire que l'enjeu économique est grand pour les Français et pour les Européens. Rappelons quand même que l'Union européenne a suspendu pour le moment sa riposte adressée aux États-Unis dans l'espoir de négocier avec Donald Trump, et que Emmanuel Macron lui-même, quand Donald Trump avait partiellement rétropédalé sur ces taxes, eh bien, avait dit que c'était un pas dans la bonne direction, mais c'était encore insuffisant et qu'il fallait négocier. Quand on parle de négociation, eh bien, il faut aussi des moyens de pression, et c'était l'esprit de ce qu'avait dit le chef de l'État après les premières annonces de Donald Trump. Il avait reçu ici, souvenez-vous, à l'Élysée, un certain nombre de chefs d'entreprise, et il leur avait demandé d'être solidaires et pourquoi pas d'interrompre leurs investissements aux États-Unis pour se serrer les coudes, pour faire pression sur les États-Unis dans cette guerre commerciale. Il faut dire qu'aujourd'hui, les propos de Bernard Arnault, à la réaction sceptique, à l'époque aussi de certains des chefs d'entreprise qui étaient sortis ici de l'Élysée, eh bien, nous prouve que sur ce coup-là, Emmanuel Macron est assez loin d'être suivi comme un seul homme par les entrepreneurs. On l'aura très bien compris. Merci beaucoup Bastien Auger avec Frédéric Dufour en direct de l'Elysée. Allons plus loin pour comprendre ce qui se joue avec nos invités. Accueillons ce soir dans le grand dossier Stéphane Marchand, bonsoir. Bonsoir. Ancien correspondant à Washington pour Le Figaro, directeur du magazine Pour l'Écho. Colonel Michel Goya, bonsoir. Vous êtes consultant militaire pour LCI et aussi spécialiste des questions de géopolitique. Magali Barthès, bonsoir. Notre spécialiste des questions internationales sur LCI, et Samantha de Benderne, bonsoir, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs et ancien officier politique de l'OTAN. Le coup de pression de Bernard Arnault est-il justifié? Stéphane Marchand. Alors vous savez, quand on parle des tarifs américains, des droits de douane lancés par Donald Trump, on fait souvent des grands mécanos de pays contre des pays, de régions contre les régions, ce qui est relativement facile sur les plateaux de télévision. Mais quand on est un entrepreneur, évidemment, c'est tout à fait différent. Une entreprise multinationale, c'est une véritable horlogerie. Et selon les taxes que vous avez dans différents pays, vous alignez vos investissements, vos recrutements, vos provisions, votre chiffre d'affaires et évidemment tout l'appareil fiscal que vous êtes obligé d'organiser au sein de l'entreprise. Si tout ça est complètement bouleversé et d'une manière en plus complètement imprévisible, et que vous entendez soit le président de la République donner des ordres du genre
n'investissez pas aux États-Unis. Oui. Au passage, Bernard Arnault a quelques usines aux États-Unis, mais très peu. Enfin, l'essentiel est en Europe. Le luxe doit être fabriqué en Europe, c'est quand même sa grande valeur. Et par conséquent, effectivement, des entreprises multinationales peuvent être complètement déstabilisées par le petit jeu qui a commencé avec l'élection de Donald Trump et qui n'est pas prêt de se terminer, puisque je mets des droits de douane, je les refuse, je les change, je les augmente. Si ça dure 1 an, ça peut mettre des entreprises par terre. Pas le groupe, évidemment, LVMH. Magali Barthès. Évidemment d'accord, évidemment que ça déstabilise le monde des entreprises. On a vu aussi les viticulteurs extrêmement déstabilisés par cette hausse des droits de douane. Le problème là de cette sortie, c'est quand même le timing. Au moment où il y a ces Américains, Marco Rubio, Steve Witkoff, qui arrivent à l'Élysée, où on parle d'Ukraine, mais aussi, comme le disait Bastien, où l'on parle de ces droits de douane et de cette guerre commerciale. Cette sortie de Bernard Arnault, elle donne raison finalement à la politique très agressive de Donald Trump. C'est-à-dire que d'une certaine façon, Bernard Arnault dit à partir du moment où on ne menace d'augmenter les droits de douane, ce qui est une catastrophe pour nos exportations, et ben alors je vais aller m'installer sur le sol américain, je vais être obligé de rouvrir des usines, et il en profite pour taper extrêmement durement aussi sur la bureaucratie européenne. Il dit finalement qu'il n'a absolument pas confiance dans la Commission et sa capacité de négocier avec un Donald Trump pour le faire reculer sur cette question des droits de douane. Donc c'est là où ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on avait un Emmanuel Macron qui avait appelé finalement au patriotisme économique lors de cette réunion à l'Élysée. Et là, le patron de ce grand groupe qui dit non, en fait, c'est pas possible. Et ça pose question aussi parce qu'on se rappelle d'avoir vu Bernard Arnault à l'investiture de Donald Trump. Il soigne évidemment ses relations avec le nouveau pouvoir américain, comme il l'avait fait d'ailleurs lors du premier mandat. Ils se connaissent depuis 40 ans. Ils se connaissent très bien, ils sont amis. On avait vu notamment Donald Trump l'accompagner à l'ouverture d'une de ses usines LVMH au Texas. Donc en effet, ils se connaissent bien, ils ont des liens d'amitié et de business. Et le patron d'LVMH, lorsqu'il est rentré de Washington en janvier dernier, avait dit combien il était bon de se sentir aux États-Unis parce que là-bas, au moins, il y avait cet optimisme que l'on sentait. Donc on voyait que de toute manière, il brossait dans le sens du poil, évidemment, de Donald Trump, avec une volonté de dire combien ce climat était plus propice aux affaires que celui qu'il trouvait en Europe. Oui, on voit les images de l'inauguration de l'usine LVMH. Le nouveau site de fabrication, c'était il y a 6 ans. Samantha. Non, si vous voulez, tous ces grands hommes d'affaires qui commencent maintenant à faire appel à des zones de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, Elon Musk qui s'y met aussi. Avant de travailler l'OTAN, j'ai travaillé à la Commission européenne et j'ai négocié un accord commercial entre l'Union européenne et la Russie. Alors j'étais un tout petit niveau junior, mais j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup écouté. Et une des choses fondamentales dans toutes les relations commerciales, on met les droits de douane. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tout ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Donc, et ça, c'est beaucoup plus dur à éliminer. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que oui, on veut bien importer du poulet américain sans droit de douane, mais par contre, pas du poulet nettoyé au chlore, pas du bœuf aux hormones, pas des choses qui sont construites avec des normes de sécurité qui ne correspondent pas du tout aux normes européennes et vice-versa. Sinon, on fait du dumping, sinon on envoie des produits pas chers de mauvaise qualité dans un pays ou dans l'autre. Et donc tout ça, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que la Commission européenne existe, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont formés à négocier des accords commerciaux. C'est pas juste, je mets mon doigt en l'air et je mets 20% sur ce pays et 35% sur là parce que j'aime pas la tête de son dirigeant. Ce sont des choses qui sont complexes, ce sont des choses qui ont créé un certain équilibre et un certain déséquilibre qui est constamment en train d'être adressé pour être pas amélioré, mais rendu moins déséquilibré. Et donc là maintenant, une autre chose que je ne comprends pas, certains Américains proches de Donald Trump disent on veut une zone de libre-échange avec l'Union européenne. Oui. Mais ça va complètement à l'encontre de l'objectif annoncé de Donald Trump qui est de protéger le travailleur américain et de protéger l'industrie américaine. Parce que si on a une zone de libre-échange, eh bien, c'est l'industrie américaine, l'industrie d'automobile, elle va en souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il veut montrer qu'il est le plus fort et qu'il peut faire plier le monde entier ? Possible.
Est-ce qu'il veut vraiment protéger le travailleur américain, pas le consommateur, parce que lui va souffrir. Donc, si vous voulez, là, on voit vraiment étaler au grand jour les contradictions de cette politique de Trump. Et on peut se poser, moi, si j'étais un ouvrier américain, d'abord, je serais très en colère parce que toutes les matières premières avec lesquelles je vais travailler, qui viennent de Chine, vont coûter plus cher. Puis tout d'un coup, j'entends du chaud et du froid. Un jour, est-ce que je vais être mangé finalement par tous ces produits européens qui vont rentrer sans tarif? Bien ça sûr, va pas arriver. mais parmi ça n'a pas de sens. Les partisans de ce libre-échange, il y a Elon Musk, conseiller du président américain, comme Bernard Arnault, il se dit favorable à une zone de libre-échange entre les deux puissances économiques, autrement dit, zéro droit de douane. Regardez, l'Europe et les États-Unis devraient idéalement évoluer, à mon avis, vers une situation de droit de douane nul, créant ainsi une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Peut-être que ce sont les hommes d'affaires, les milliardaires qui vont mettre fin à cette guerre ? Peut-être, mais on parle beaucoup d'une sorte d'international des régimes autoritaires, mais il y a aussi une internationale des oligarques, des gens riches qui ont des intérêts communs et dont le patriotisme est surtout un patriotisme de l'argent et qui effectivement s'entendent. On peut même, quand on voit le paysage actuellement politique, eh bien, on voit énormément de businessmen. En fait. Il y a beaucoup plus de businessmen que de diplomates purs dans toutes les négociations que l'on voit entre Russes, Américains, Witkoff qui est à Paris, qui vient rencontrer le président de la République. Le premier que salue le président de la République français, entre le secrétaire d'État et l'avocat d'affaires, c'est l'avocat d'affaires à qui serre la main en premier, ce qui montre bien la hiérarchie. Donc il y a une sorte d'international des oligarchies, mais qui est incontestable et qui donne un ton économique, financier à toutes les relations internationales, qui deviennent des relations d'argent essentiellement dans ce domaine. Et je rejoins ce que disait Samantha, c'est que tout ça c'est peut-être effectivement contradictoire avec les intérêts de ces gens-là, de ces hommes d'affaires, ne sont pas ceux des travailleurs, des travailleurs américains. Donc, du point de vue Trump, il y a une contradiction et il y a un écartèlement entre ses électeurs, en gros, et ses soutiens financiers et sa nature propre lui-même d'ailleurs. On parlait d'oligarchie, Trump, c'est quand même l'archétype de l'homme d'affaires devenu président des États-Unis, qui a un poids politique et qui résout tous les problèmes en termes de tir-hors-caisse. Justement, est-ce que vous comprenez ce paradoxe, vous, Stéphane Marchand ? Ce paradoxe, moi je vois surtout dans l'attitude d'Elon Musk le conflit d'intérêts pur et parfait pratiquement. L'exemple parfait du conflit d'intérêts. Il donne des conseils à l'administration américaine et il bénéficie en même temps de ces conseils financièrement. Pourquoi est-ce qu'il veut des taux d'intérêt, des droits de douane zéro? Parce qu'il fabrique des Tesla en Chine et qu'il n'a pas envie de les voir revenir avec des droits de douane. Pourquoi est-ce qu'il veut que Et en même temps, tout ça, il obtient des contrats avec le Pentagone pour lancer ses fusées. Donc, il est en situation de conflit d'intérêts complet. Donc, ce que dit Elon Musk, il ne faut pas l'écouter, parce que ça n'est en aucun cas une indication de ce que va être la politique américaine. Et il ne faut pas oublier quelque chose pour revenir aux entreprises. Les entreprises, que les impôts soient bas ou hauts, elles préfèrent les impôts bas. Mais l'important surtout, c'est que les impôts soient stables. C'est la stabilité fiscale que recherchent les entreprises. Et là, ce qu'ils redoutent en ce moment, c'est une instabilité qui deviendrait chronique. Parce que Donald Trump vit sur l'idée qu'il est le président McKinley à la fin du 19e siècle et qu'il va utiliser les droits de douane au jour le jour. Vraiment au jour le jour, écoutez bien ça, pour piloter la politique étrangère des États-Unis. Et donc, c'est l'impression que ça donne depuis qu'il a été investi. Maintenant, il va peut-être se calmer, c'est possible, mais ça n'est pas certain. Et donc, les entreprises vivent dans l'inquiétude et l'impossibilité de prévoir. Musk et Arnault sont d'accord sur cette zone de libre-échange. Bernard Arnault y tient parce que la hausse des droits de douane a déjà fait perdre aux milliardaires plusieurs milliards d'euros. Il envisage de délocaliser une partie de sa production outre-Atlantique. On a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis. On l'a amené à augmenter nos productions américaines, forcément, pour éviter les droits de douane. Et ça, si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises. Ce sera la faute de Bruxelles, si ça devait arriver.
ce sera la faute de Bruxelles si ça devait arriver. Il faut dire, regardons ensemble, que les États-Unis sont un marché stratégique pour le géant du luxe. Le marché américain représentait 25% du chiffre d'affaires du groupe l'an dernier. Autrement dit, en 2024, on peut aussi regarder ensemble le nombre de boutiques LVMH à travers le monde. On voit l'importance du marché asiatique, du marché européen et évidemment du marché américain. Là, Stéphane Marchand, c'est un coup de pression aux Européens, ce que fait Bernard Arnault. Ce qu'il veut dire, c'est que il décrit en fait l'intention de Donald Trump. Donald Trump a dit aux entreprises du monde entier, venez fabriquer aux États-Unis. Bon, la plupart d'entre elles savent très bien que c'est un piège, parce que lorsqu'elles se retrouvent aux États-Unis, tout ce qu'elles vont importer va coûter plus cher. Donc elles font leurs calculs, elles se disent c'est pas forcément une bonne idée. C'est pour ça qu'en général, ce genre de méthode ne fonctionne pas. Donald Trump ne va pas réussir à réindustrialiser l'Amérique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et si jamais il y arrivait, il verrait venir aux États-Unis des usines qui n'auront rien à voir avec celles des années 80, de l'époque de ceux qui sont ses électeurs. Ce seront des usines ultra robotisées, dans lesquelles il y aura relativement peu d'emplois, des emplois à très haute valeur ajoutée, mais relativement peu d'emplois. Donc c'est pas un très très bon calcul. C'est pas un très très bon calcul. Et ensuite, pour ce qui concerne le luxe, il a certainement pas envie d'installer des usines aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il aura beaucoup de mal à trouver des ressources humaines de la qualité qu'il faut pour fabriquer les objets de luxe que fabrique LVMH. Des sacs, des choses comme ça, c'est très difficile. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour TSMC, la boîte taïwanaise qui fait des semi-conducteurs. Oui, elle s'installe aux États-Unis, oui, elle a une grande usine en Arizona, mais c'est horriblement difficile de négocier avec les syndicats américains des horaires de travail qui ressembleraient à ceux de Taïwan. Donc, c'est pas si facile que ça de réindustrialiser. C'est vrai qu'il y a un savoir-faire français. Magali, et ensuite à tel point que cette entreprise taïwanaise est obligée de faire venir des Taïwanais pour travailler dans cette nouvelle usine. Pour revenir sur LVMH, cette fameuse usine dont on voyait l'ouverture lors du premier mandat de Donald Trump, en effet, n'a pas donné du tout les résultats escomptés à Bernard Arnault, parce qu'en fait, au Texas, puisque c'est au Texas que ça se passe, il n'y a pas de spécialistes de la maroquinerie comme on en trouve en Europe, et donc il y a eu énormément de pertes il y a une partie des sacs qui étaient assemblés là-bas qui ont dû être jetés parce qu'ils n'étaient pas aux normes de ce que fait normalement le groupe. Donc on voit que c'est à double tranchant. Mais ce qu'on comprend dans les propos de Bernard Arnault, c'est sa colère et sa défiance. J'y reviens. Sa défiance vis-à-vis de l'Union européenne et sa façon de négocier. En fait, ce qu'il dit, c'est on n'a pas le choix. Il faut trouver un accord. Il faut trouver une façon de supprimer ces droits de douane. Alors, vous savez qu'il y a eu une proposition de la Commission européenne qui était justement d'exempter les biens industriels de droits de douane, justement, et Donald Trump a balayé ça d'un revers de main. Il est aussi dans un bras de fer. Et manifestement, Bernard Arnault ne croit pas vraiment au pouvoir de conviction, notamment du commissaire européen au commerce qui est allé à Washington il y a quelques jours pour tenter de négocier avec l'administration Trump. La défiance vis-à-vis des Européens, ça rappelle quelqu'un, J.D. Vance et surtout Donald Trump. Et pour montrer la proximité des deux hommes, aussi en termes d'état d'esprit, souvenez-vous de ces images. Donald Trump avait invité Bernard Arnault lors de sa cérémonie d'investiture avec son fils, Alexandre Arnault, directeur général adjoint de la branche vin et spiritueux du groupe, qui avait dirigé Tiffany & Co, et Delphine Arnault, sa fille, directrice générale de Dior. Un déplacement, on le rappellera, qui avait inspiré à Bernard Arnault une phrase qui avait fait polémique. Samantha. Non, juste pour revenir à cette idée de déplacer des usines aux États-Unis, un des grands obstacles, c'est que dans le monde entier aujourd'hui, le nombre de machines-outils qui sont fabriquées en Chine est absolument énorme. Donc même si vous décidez de délocaliser votre production aux États-Unis, même si vous trouvez le personnel qualifié ou vous le faites venir de France, vous allez avoir besoin d'outils de fabrication. Et là encore,
Pour le moment, ça reste vraiment la Chine qui en fournit une énorme partie. Il y a énormément d'entrepreneurs américains qui, depuis... Ou l'Allemagne, dites, colonel ? L'Allemagne, la Suisse. Oui, l'Allemagne et la Suisse. De toute façon, c'est importé. Mais dans de nombreux domaines, la Chine domine et la Chine est moins chère. Donc, ça revient dans le coût de production. Les importations sont tellement taxées que c'est très cher. Et beaucoup depuis que Trump a annoncé ses droits de douane, il y a énormément de petits entrepreneurs américains qui viennent raconter leurs histoires. Des histoires de gens qui disent bon, je suis patriote, finalement c'est pas si mal que ça de tout rapatrier aux États-Unis, et ils se rendent compte que ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se réorganiser. Ça leur est tombé dessus du jour au lendemain. Donc oui, pourquoi pas se réorganiser, mais pas couper les jambes des petits entrepreneurs sans leur donner aucun crédit d'impôt, aucun emprunt à bas coût pour qu'ils puissent s'orienter aux États-Unis. Donc on sent vraiment que c'est comme un taureau. Il y a une expression britannique, comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Le taureau qui rentre et qui casse tout et puis qui dit ah bon, qu'est-ce que j'ai fait ? Et c'est ça. Si vous voulez, l'idée d'une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, pourquoi pas ? Mais il faudrait pas que ça pénalise ni les travailleurs européens, ni les travailleurs américains. Il faudrait voir toutes les barrières non tarifaires. Il faudrait voir quels sont les besoins, comment ce serait mis en place, dans quel délai. Et donc, on a cette espèce de grande oligarchie internationale qui veut balayer toutes les règles aujourd'hui. Et qui est-ce qui va en profiter ? Ce sont eux. Et ceux qui vont souffrir seront les petits contribuables, les petits entrepreneurs et les ouvriers. On poursuit ce débat dans un instant avec la porte-parole du MEDEF et vice-présidente du syndicat patronal, Paola Fabiani. Et si Bernard Arnault avait raison, Business First, c'est aussi la devise de Donald Trump qui négocie secrètement pour le partage des terres rares russes de l'Arctique. Vous le verrez, à tout de suite. Vous êtes devant le grand dossier consacré ce soir à la guerre des taxes. Le coup de pression de Bernard Arnault, le patron de LVMH, avertit les dirigeants européens. Il est vital pour les entreprises en France de régler à l'amiable les tensions commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Comme Elon Musk, il se dit favorable à une zone de libre-échange entre les deux puissances économiques. La parole dans un instant à la porte-parole et vice-présidente du MEDEF, Paola Fabiani. Bonsoir, on vous retrouve dans un instant. L'esprit d'entreprise cher au président américain, Business First. First, c'est la priorité de Trump qui négocie en secret avec Poutine le partage des terres rares russes de l'Arctique, tente un deal sur Boeing et même sur Mars, vous le verrez. Mais d'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité. À la une, cette alerte orange aux avalanches qui a été levée par Météo France dans le département de Savoie. Mais les habitants de Val Thorens, comme ceux de Tignes, où les chutes de neige ont été particulièrement abondantes, sont appelés à rester confinés pour l'instant. Une personne se trouve dans un état critique après avoir été ensevelie par une coulée de neige dans la station de Val Thorens, justement. La victime a été transférée au centre hospitalier de Grenoble. Écoutons le directeur de l'office de tourisme de Val Thorens qui se dit très touché par ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, il y a eu une coulée de talus à l'entrée de la station qui a entraîné une personne qui a été évacuée. On n'a pas plus de nouvelles pour l'instant, à l'heure où on se parle. Depuis ce matin, on est en réunion en permanence et on avise au fur et à mesure, de l'enneigement et de l'état du manteau neigeux. Sur le front de la guerre en Ukraine, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'émissaire spécial Steve Witkoff sont reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée pour des discussions pour trouver un accord pour mettre fin à cette guerre au moment où les Européens tentent de faire entendre leur voix face à des pourparlers de cessez-le-feu qui ne font que piétiner. Les deux responsables américains doivent également s'entretenir avec une délégation ukrainienne ainsi que des conseillers à la sécurité britanniques et allemands dont la venue n'avait pas été
initialement annoncé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retour au grand dossier, à la guerre des taxes, le coup de pression de Bernard Arnault. C'est le thème de ce soir. On en parle avec le colonel Michel Goya, avec Stéphane Marchand qui dirige le magazine Pour l'Écho, avec notre spécialiste des questions étrangères Magali Barthès et Samantha de Bendern, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Nous a rejoint Paola Fabiani. Bonsoir, vice-présidente du MEDEF en charge de l'entrepreneuriat et porte-parole du MEDEF. Merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier. On le disait, Bernard Arnault, 7e fortune du monde, lance un avertissement aujourd'hui aux dirigeants européens. Ça a été fait lors de l'Assemblée générale des actionnaires du groupe LVMH. Écoutons-le et on vous fait réagir après. Il faudrait aboutir à une zone de libre-échange avec le premier marché du monde, qui est quand même toujours les États-Unis, et faire en sorte que ça puisse recréer un climat de confiance, d'échanges commerciaux, de progression réciproque. Est-ce que vous approuvez ce coup de colère froide de Bernard Arnault ? Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'effectivement, c'est important que l'Europe soit unie et parle d'une seule voix. Et puis, comme vous le savez, la guerre commerciale est bonne pour personne. Il faut une fois qu'on a mis le doigt dedans l'engrenage, c'est très compliqué de s'en sortir. Et puis, tout le monde y perd. Donc effectivement, dans ce contexte, il est pour nous important, pour le MEDEF, d'apporter une réponse symétrique et proportionnée afin d'éviter en fait cette surenchère. Et c'est vraiment la ligne directrice que s'est fixée l'Union européenne aussi. Et cette pause de 90 jours est salvatrice par rapport à ça parce qu'elle permet de pouvoir éviter potentiellement cette guerre commerciale. Alors après, j'aimerais ajouter qu'il faut voir aussi que 87% du commerce mondial est fait en dehors des États-Unis. Donc l'Union européenne doit absolument développer ses accords et renforcer ses partenariats avec les autres pays, l'Amérique latine, le Canada, l'Indo-Pacifique. Effectivement, c'est important que l'Europe développe ça. Puis Paola Fabiani, mais concrètement, est-ce que vous dites, comme Bernard Arnault, on a tout le temps les bonnes réformes pour les entreprises françaises, que Européens et Américains trouvent un accord et, si possible, de libre-échange entre États-Unis et Europe, autrement dit, zéro droit de douane? J'ai pas entendu, pardon. Je vais reposer ma question plus précisément. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bernard Arnault sur le caractère urgent de trouver un accord entre Union européenne et États-Unis, de mettre fin à cette guerre des droits de douane et puis de créer une zone de libre-échange, zéro droit de douane entre États-Unis et Union européenne? Et effectivement, encore une fois, ce que je vous dis, la guerre commerciale, elle est bonne pour personne. Donc, toute solution qui visera à arrêter cette guerre commerciale et à arrêter cette surenchère permettra forcément d'arriver à un climat plus serein. Puisque pour l'entreprise, le pire ennemi, c'est l'incertitude. Et donc, ces multiples allers-retours et ces menaces nous mettent dans des situations difficiles. En ce qui concerne le libre-échange, on est toujours pour un principe de libre-échange, mais sous réserve que les règles du jeu soient claires, stables et justes. Est-ce que vous approuvez l'éventualité d'une délocalisation de certains sites de fabrication aux États-Unis, parce que Bernard Arnault dit que ça pourrait m'empêcher de perdre du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la solution? Je pense qu'on n'est pas là pour approuver ou pas approuver la décision d'un chef d'entreprise qui est totalement libre de faire ce qu'il veut. On voit bien en fait les conséquences que ça peut avoir, c'est plus ça. Et nous, notre point, il est surtout de se dire renforçons nos accords avec les autres pays, comme ça nous permet d'avoir un climat économique plus viable. Et puis de l'autre côté, derrière, faisons en sorte de trouver des accords et que cette guerre s'arrête, quoi. Vous restez avec nous, Paola Fabiani. On voit bien que là, Bernard Arnault, ce soir, il a quand même mis, pas le doigt dans l'engrenage, mais c'est quoi l'expression que je cherche? Le pied dans la fourmilière. Merci, voilà, le pied dans la fourmilière, en parlant de ces droits de douane. En tout cas, les 90 jours qui se sont ouverts parce que Donald Trump a décidé de faire une pause, en théorie, devraient être utilisés pour précisément arriver à quelque chose qui ressemblerait à du libre-échange. Le mot est évidemment complètement piégé. Libre-échange, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand les Américains arrivent en Europe et disent supprimer les droits de douane, c'est ça qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ce qu'ils veulent dire, c'est supprimer aussi toutes les barrières non tarifaires, toutes les normes environnementales, toutes les normes sociales, toutes les normes climatiques qui sont associées à notre façon, en Europe,
de faire du business, de créer des entreprises et de les gérer. C'est ça que veut Donald Trump, c'est ça surtout que veulent les amis de Donald Trump qui sont les rois de la tech à Washington, les Elon Musk, les Zuckerberg, etc. Ils veulent absolument, par exemple, que les services, eux ce sont des producteurs de services, des exportateurs de services. L'Europe est très très dure sur les services. L'Europe est très très dure sur la concurrence entre les services qui doit régner au service du consommateur. Et c'est ça que veulent démanteler les gens comme Elon Musk. Donc ça, il faut faire attention. Donc que les droits de douane baissent, soit, mais que les normes environnementales soient détruites parce que J.D. Vance, Elon Musk et Donald Trump le demandent, non. Mais c'est là où on entre dans un territoire extrêmement compliqué, parce que cette volonté des Américains de déclarer une guerre commerciale au monde entier pour ensuite dicter ce qu'ils veulent, mais le monde entier dans une situation très difficile. Et c'est là où l'idée d'une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe me semble très très compliquée à cause de la différence de nos marchés, la différence des normes, la différence de la réglementation. Moi, je ne suis pas du tout une pro de la réglementation, mais il faut quand même un minimum pour sauvegarder notre santé, pour sauvegarder les droits des travailleurs, et surtout pour sauvegarder l'environnement, qui sont des choses que les États-Unis sont en train de complètement de balayer. Aujourd'hui, aux États-Unis, dans les sites internet du gouvernement, on n'avait plus le droit de mentionner le réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Donc oui, et ces 90 jours vont être très, j'espère qu'ils vont être bien utilisés, mais c'est absolument terrible de mettre le monde à dos comme ça. C'est une méthode de gangster. C'est pas comme ça qu'on négocie entre États. C'est comme ça qu'on négocie entre chefs mafieux. C'est que soit tu plies, soit t'es mort. Et c'est ça parce que l'enjeu économique pour l'Union européenne, si vraiment ces droits de douane de 20% sont imposés, et qui sait si ce ne sera pas plus demain, et c'est ça que je crois que tout le monde a souligné aujourd'hui, c'est que la stabilité est une chose absolument essentielle pour une entreprise. Vous n'allez pas construire une entreprise demain aux États-Unis sans savoir quelles seront les règles auxquelles vous devrez vous plier le jour où cette entreprise sera construite. Donc là, il y aura des négociations, il y aura sans doute, je l'espère, encore une période de grâce, mais je pense que ce sera inévitable que les droits de douane vont augmenter parce que l'Union européenne ne va pas se plier au diktat de Donald Trump. C'est justement ce que craint Bernard Arnault, qui, souvenez-vous, quand on avait parlé de la cérémonie d'investiture pour Donald Trump, à laquelle il avait participé, était revenu des États-Unis et avait prononcé cette phrase à son retour qui avait fait polémique. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide. Aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Il faut dire que le patron de LVMH fait 8% de son chiffre d'affaires en France, où il paye, LVMH, 40% de ses impôts. Le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, est d'accord avec Bernard Arnault. Dans les colonnes du Figaro, il dit « Bernard Arnault a totalement raison de critiquer cette fiscalité additionnelle qui pèse sur celui qui investit en France. Les forces vives du pays sont trop taxées. On n'est pas dans un cercle vertueux. » Paola Fabiani, est-ce qu'au MEDEF, il y a des patrons qui partagent ce constat ? Alors là, je tiendrais déjà à dire qu'il faut rappeler les chiffres. On est parmi les pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. Donc effectivement, avec 364 milliards de prélèvements obligatoires. Donc effectivement, il est vital, et ça fait partie justement aussi d'une réponse, qu'on fasse les réformes nécessaires et qu'on se mette dans un cercle vertueux de compétitivité, de croissance, d'amélioration de la productivité pour que nos entreprises puissent investir, innover, se développer et créer de l'emploi. Merci beaucoup, Paola Fabiani, vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Les tractations, les négociations dont on parle, les coups de colère, ne seraient-ils pas en train de nous montrer, une fois de plus,
que c'est le business qui dicte les règles de ce qui se passe dans le monde. Business first, c'est la devise de Trump, qui, pendant que ses émissaires sont à Paris aujourd'hui, négocie en secret avec Poutine le partage des terres rares de l'Arctique russe. Poutine, dit le Kyiv Independent, prend d'autres mesures pour assurer le succès de ses négociations avec les États-Unis. Il a notamment récemment envoyé aux États-Unis son envoyé pour les investissements, Kirill Dmitriev. Dmitriev a proposé une vision séduisante de l'accès des États-Unis aux ressources arctiques et aux minéraux de terres rares russes. Allons plus loin avec vous, Stéphane Marchand, carte à l'appui, pour comprendre l'enjeu de ces négociations secrètes. Donald Trump est non seulement intéressé par les terres rares et minerais qui se trouvent dans le sous-sol ukrainien, beaucoup se trouvent d'ailleurs dans les territoires annexés par les troupes russes, ce qui fait l'objet de négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais le président américain convoite aussi les terres russes de l'Arctique. Regardez cette seconde carte. Au-dessus du cercle polaire, en territoire russe, les gisements en pétrole représentés en vert, en rose, fuchsia, c'est le gaz naturel, et en or, eh bien, c'est l'or. Pourquoi est-ce si important pour Donald Trump? Je vous en prie, avancez-vous Stéphane, près de la carte. Mais écoutez, c'est très important parce que vous savez que Donald Trump est lancé dans une grande guerre, un grand duel à mort en quelque sorte contre la Chine pour le contrôle ou la suprématie en matière d'intelligence artificielle de pointe. Et dans l'intelligence artificielle de pointe, plutôt dans les terminaux qui embarquent l'intelligence artificielle de pointe, eh bien les terres rares comptent énormément. Elles comptent déjà d'ailleurs pour votre smartphone, dans lequel il y a à peu près une soixantaine de métaux et terres rares différentes. Mais si vous contrôlez les terres rares, c'est très important. Les terres rares, cela dit, ne sont pas si rares que ça. Il y en a partout. Là où c'est rare, c'est de les trouver dans des endroits où les mouvements écologistes ne vont pas vous empêcher de creuser les mines qui vous permettent de l'extraire. Donc ça va être le cas probablement dans l'article russe, je le crains. Et par conséquent, peut-être que ce deal aura un sens. Pour ce qui concerne l'Ukraine, les études sur le sous-sol ukrainien datent d'avant la fin de l'Union soviétique. Elles sont d'une fiabilité à peu près égale à 0. Et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. En plus, pour extraire les terres rares, les investissements sont extraordinairement lourds. Il faudrait à peu près une vingtaine d'années pour qu'on commence à véritablement extraire des terres rares si on lance aujourd'hui la construction des usines nécessaires. Donc ça serait, comme le dit Trump, pour essayer de vendre le projet aux Ukrainiens, une façon de pérenniser l'aide, ce qu'il appelle l'aide américaine à l'Ukraine, mais en même temps, c'est vraiment le temps long. Donald Trump aura quitté le pouvoir depuis longtemps, au passage. Mais justement, Stéphane Marchand, quel est l'intérêt, donc on parle au-dessus du cercle polaire, pour Vladimir Poutine, de laisser les entreprises américaines participer au commerce de ces terres rares, voire à l'extraction de ces terres rares? Ça peut être surprenant parce que quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, c'est après une séquence où il avait lutté justement contre l'intervention des entreprises énergétiques américaines sur le territoire russe. Il les a chassées une à une et il a emprisonné souvent les oligarques russes qui avaient frayé avec les Américains. Donc là, il va faire la chose inverse, ce qui peut surprendre, mais finalement, qui ne se trompe jamais. Et ensuite, ce qui l'intéresse surtout dans l'article, évidemment, c'est le contrôle stratégique que ça donne. Parce que au-delà des terres rares, au-delà du fer, vous voyez par exemple, là, il y a du cuivre quelque part. Oui. Le cuivre, ici et ici. C'est le matériau clé pour la transition énergétique, par exemple. Dans chaque éolienne, pour 1 mégawatt, il y a, je crois, 3 ou 4 tonnes de cuivre à chaque fois. Donc celui qui contrôle le cuivre contrôle la transition énergétique et il y a de bonnes chances pour que la transition énergétique oriente l'industrie mondiale pendant pas mal d'années. On comprend vraiment l'intérêt, évidemment, de ces tractations. On poursuit ce débat en plateau avec le colonel Goya. Qu'est-ce que Poutine pourrait donner recevoir en échange ? Alors d'abord, globalement, je pense que Poutine n'est pas très intéressé par l'économie. Ça reste un politique pur, et sa vision est quand même très politique. Mais, à l'intérieur de la Russie est une oligarchie économiquement, mais Vladimir Poutine a mis la main sur l'oligarchie, la contrôle. D'une manière générale, l'administration contrôle l'oligarchie économique à la Russie. Et donc ça devient aussi un instrument de la politique. Je pense que Vladimir Poutine, à l'heure actuelle, il cherche surtout
à séduire Donald Trump, et donc à lui proposer, il y a tout un tas de projets qui sont proposés. Simplement le fait d'acheter dit tiens, nous on veut bien acheter des avions Boeing. Bon, ça tombe bien, Boeing est un peu en difficulté, a besoin de ça. En même temps, on dit tiens, ce serait pas mal si mince, c'est dommage parce qu'il y a d'abord il y a les sanctions, puis ensuite il y a les sanctions sur le système SWIFT, alors qui est européen, mais le système bancaire, voilà, qui est de transactions. Donc si vous pouviez éventuellement faire pression sur les Européens pour qu'ils nous sortent de ce système, c'est pas là. Donc en gros, il y a du point de vue strictement économique, il y a quand même une grande entreprise de drague de la part de Vladimir Poutine. Et je pense qu'il s'en fout en fait. Enfin, il se fout pas de l'avenir économique de son pays. Et accessoirement, l'Arctique, c'est vraiment la zone pionnière. Vous avez déjà 1/5 des ressources de la Russie qui viennent du cercle polaire. Donc c'est quelque chose de très important quand même pour la Russie. Mais voilà, contrairement à Trump, il n'est pas là pour faire que du business. Quoi. Trump, il fait pas de la diplomatie, il fait du business. Il fait des deals uniquement. Donc Poutine, en réalité, se coule véritablement, s'adapte à son interlocuteur et pour lui plaire. Et pour lui-même obtenir, en fond de tableau, il y a toujours quand même au minimum la levée des sanctions économiques. En gros, il dit, je termine là-dessus, très bien, vous pouvez faire plein de business avec nous, mais c'est dommage, il y a les sanctions qui les empêchent. Eh oui, évidemment. Vera Grandseva nous a rejoint, politologue spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po Paris. Bonsoir Vera. Trump et Poutine, vous les voyez prêts à signer un deal sur les terres rares dans l'Arctique russe, en imaginant évidemment que Poutine obtienne autre chose en échange? Pour Poutine, déjà, il faut se rappeler qu'effectivement, Trump et son administration, qui est assez incompétente dans tout ce qui est diplomatie, et notamment le conflit en Ukraine, c'est une opportunité pour finalement avoir plusieurs choses, notamment effectivement dans la coopération, peut-être dans l'Arctique, même si c'est aussi, il y a pas mal de désaccords sur ce sujet-là entre les Russes et les Américains. Donc c'est vraiment l'opportunité pour essayer de s'en sortir et de trouver aussi des intérêts qui peuvent être bien pour prolonger le régime finalement, parce que effectivement aujourd'hui la guerre coûte pour Poutine. Il y a l'économie qui est sous les sanctions, il y a les problèmes économiques qui pèsent déjà sur la société russe, sur la production, sur les exportations russes de pétrole et de gaz. Donc effectivement, Poutine peut, à mon avis, minimum gagner du temps avec ces négociations en proposant différentes idées à l'administration américaine pour avoir plus en Ukraine, parce que quand même, il fait la guerre en Ukraine. Mais on va voir si ça va aboutir à quelque chose vraiment concret et fiable, parce que quand même, il y a beaucoup de méfiance entre les élites russes et les élites américaines, et surtout le régime de Poutine lui-même, en fait, c'est pas un régime quand même très fiable et très orienté vers la coopération internationale, notamment avec l'Occident. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est plutôt une façon comment il peut gagner le temps pour avoir plus des acquis en Ukraine. Mais je doute si ça va se concrétiser dans les projets concrets avec les États-Unis. Vera Grandseva, vous restez avec nous, Magali. Donald Trump aujourd'hui a un problème majeur sur les terres rares. Il a déclaré une guerre commerciale à la Chine qui, en riposte, en représailles, a déclaré un embargo sur les exportations de terres rares à destination des États-Unis. Or, la Chine, c'est 70% des extractions de l'extraction de terres rares sur la planète, c'est 90% de la transformation. Donc, il est obligé aussi d'aller trouver ces terres rares ailleurs. Et là, Vladimir Poutine a bien compris justement l'intérêt qu'il pouvait avoir de lui proposer certaines de ces terres rares. Il parle, comme le disait le colonel Goya, il parle exactement le langage de Trump. Il lui dit exactement ce qu'il veut entendre. Donc il lui propose cet accord de coopération. Vous noterez que aussi cet accord sur les terres rares, c'est ce qu'il propose aussi à Volodymyr Zelensky en Ukraine. C'est ce qui est en discussion en ce moment. Et d'après Kiev, les choses avancent relativement vite. Donc il cherche il cherche ces ressources qu'a priori il ne peut plus espérer de la Chine. Donc Vladimir Poutine lui fait miroiter un pont d'or à ce niveau-là, mais il a une condition, Vladimir Poutine. C'est en effet la levée des sanctions, et c'est aussi ce qui est en discussion en ce moment
à Paris. On poursuit ce débat avec vous, Samantha, à l'aune aussi de ce que propose Vladimir Poutine pour sauver Boeing dans cette guerre commerciale, notamment avec la Chine. Selon Bloomberg, la Russie a demandé aux États-Unis de l'autoriser à acheter des avions Boeing grâce à des milliards de dollars d'actifs publics gelés, une fois le cessez-le-feu instauré en Ukraine. On voit bien le chantage du président russe. C'est du chantage. Alors, si vous me permettez de me faire juste une dernière chose sur les terres rares de Boeing, c'est que ça ne m'étonnerait pas que dans les négociations secrètes qui ont lieu, Poutine est en train d'essayer de convaincre Trump. Tu sais, si l'Ukraine était sous mon contrôle, tu aurais un meilleur deal avec les terres rares. Et je pense que c'est des discussions qui ont lieu. J'espère qu'elles ne vont aboutir à rien. Mais connaissant la façon dont les deux voient le monde, c'est vraiment une possibilité. Quant à Boeing, il faut d'abord savoir que Poutine aujourd'hui a vraiment besoin d'un deal pour avoir des avions Boeing. Pourquoi ? Parce que la flotte civile russe, il y avait 3 grands acteurs dans la flotte civile russe. C'était Airbus, c'était Boeing et c'était les Tupolev surtout. Donc les avions de fabrication russe, et que ce soit Aeroflot ou d'autres compagnies d'aviation civile russes, utilisaient ces 3 avions avec une prépondérance de plus en plus pour Boeing et Airbus. Depuis la guerre en Ukraine, depuis 2022, Boeing et Airbus ont cessé non seulement de livrer les avions, mais toutes les pièces détachées ne peuvent plus même réparer les avions qui ont besoin d'être réparés. Un avion, ça a besoin d'être fréquemment réparé, vérifié. Aujourd'hui, il y a environ un tiers de l'aviation civile russe, des Boeing et des Airbus, qui sont cannibalisés pour leurs pièces détachées, pour que les avions qui restent puissent continuer à voler. Et le nombre d'accidents civils a vraiment beaucoup augmenté depuis les sanctions. Donc aujourd'hui, Poutine a vraiment besoin de ces avions Boeing. Les Chinois ont essayé de rentrer dans la brèche avec Comac, mais bon, ça requiert d'énormes changements sur des flottes qui existent déjà. Donc là, Poutine a vraiment besoin de quelque chose. Les Chinois, eux, ne veulent plus acheter Boeing du tout depuis les tarifs douaniers à 145%. Donc on voit vraiment la voie réelle pour un beau deal qui se profile. Et là encore, ça montre à quel point les relations entre la Russie et les États-Unis deviennent de plus en plus axées sur du business. Dernière petite anecdote aujourd'hui dans Reuters. Il y a un article sur une société russe qui a été nationalisée, une société américaine qui était nationalisée par les Russes l'année dernière au mois d'octobre. C'est une société qui produit des denrées alimentaires, surtout des conserves. Eh bien, cette société qui appartient à un groupe américain va maintenant être utilisée par le gouvernement russe pour nourrir l'armée russe. Et Marco Rubio a même dit que dans les discussions qu'ils ont aujourd'hui avec la Russie, c'est de voir un petit peu ce qui va advenir de cette société. Mais est-ce que les Américains disent qu'ils ne veulent pas que cette société nourrisse l'armée russe ? Ils sont obligés de dire ça, mais c'est en train d'arriver et on ne sait pas qu'est-ce qui est en train d'être négocié à ce sujet non plus. Alors, je précise qu'on parle souvent de terres rares de manière un peu globale. C'est quand même une facilité de langage parce qu'il y a 17 types de terres rares, mais c'est les minéraux, les métaux précieux, enfin des matières premières stratégiques. Stéphane Marchand. Oui, on commence à mieux comprendre la technique de négociation de Vladimir Poutine. Il va avoir avec les Américains une conversation la plus vaste possible, portant sur tous les sujets imaginables. J'imagine qu'on va parler de Mars ou de la conquête. Dans un instant. Dans pas longtemps. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi ? C'est que l'Ukraine, son indépendance et sa sécurité deviennent un détail dans la conversation. C'est ça son objectif. Face à lui, et c'est pour ça que c'est la première fois que les Américains viennent s'expliquer devant les Européens et devant les Ukrainiens, parce que ce que demandent les Européens et les Ukrainiens, c'est la clé de tout. Sortez d'Ukraine. C'est ça qu'on dit aux Russes, et surtout Poutine ne veut pas entendre ça. Et oui, parce que Poutine et Trump pourraient même être tentés de conclure un autre deal dans l'espace. Comment ? Pourquoi ? Réponse après la pub.
Vous êtes au bon endroit devant le grand dossier ce soir consacré à la guerre des taxes. Le coup de pression de Bernard Arnault, le patron de LVMH, a lancé un avertissement aux Européens. Il est dans l'intérêt de tout le monde qu'un accord à l'amiable soit rapidement trouvé dans cette guerre des taxes. Le monde des affaires dirige-t-il le monde? Donald Trump et Vladimir Poutine, pendant qu'émissaires américains et ukrainiens sont à Paris autour d'Emmanuel Macron, sont peut-être en train de conclure un deal sur le front de la conquête spatiale. Jade, bonsoir, vous nous avez rejoint. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que Russes et Américains collaborent ensemble dans l'espace? Alors, effectivement, parmi les éléments qui sont mis sur la table pour offrir des gages à Washington, il y a effectivement la possibilité de faire renaître un accord américano-russe sur la conquête spatiale. Proposition faite par Kirill Dmitriev, l'homme que vous voyez à l'image, c'est l'émissaire de Vladimir Poutine pour la coopération internationale. La preuve, elle est en partie sous vos yeux. Vous allez le voir, la Russie envisage une collaboration avec les États-Unis pour la prochaine mission sur Mars, pilotée par Elon Musk, qui est prévue, selon le milliardaire, fin 2026. La Russie peut offrir une centrale nucléaire de petite taille pour une mission vers Mars, ainsi que d'autres moyens technologiques avancés. Déclaration faite il y a une quinzaine de jours lors d'un forum sur l'Arctique qui se tenait en Russie. Nous estimons que la Russie a beaucoup à offrir pour une mission vers Mars parce que nous possédons des technologies nucléaires qui pourraient s'avérer utiles. Il entend donc engager effectivement des discussions avec Elon Musk et ne cache d'ailleurs pas vraiment son admiration pour le milliardaire. Il l'a qualifié de visionnaire. Plus étonnant encore, c'est quand ces mots sont prononcés par Vladimir Poutine hier, pas plus tard qu'hier. Écoutez ce que déclarait le président russe au sujet d'Elon Musk. Vous savez, il y a une personne qui vit aux États-Unis, Elon Musk, qui pourrait-on dire est fou de la planète Mars. C'est une personne unique, une personne rare dans la population humaine. Alors il est même allé jusqu'à le comparer à cet homme qui n'est autre qu'un héros national en Russie, c'est Sergueï Korolev, qui est le père fondateur du programme spatial soviétique. Russes et Américains Ukrainiens effectivement, entendent effectivement faire ami-ami. Elon Musk serait très clairement un atout majeur pour Vladimir Poutine, qui cherche à renforcer et développer l'agence spatiale Roscosmos. Dernière collaboration en tête, c'était septembre 2023. Américains et Russes avaient décollé ensemble pour une mission à bord de l'ISS. Image, vous allez le voir, suffisamment rare pour qu'on en parle 2 minutes, avec, on le voit, des drapeaux à la fois américains et russes qui flottent en fond. Preuve que l'entente est possible, sachant qu'il ne faut pas oublier une chose, les Chinois poussent très fort derrière pour entrer dans la course. L'année dernière, l'ancien dirigeant de Roscosmos avait déclaré que la Russie et la Chine envisageaient d'installer une centrale nucléaire sur la Lune entre 2033 et 2035. C'est le pire cauchemar de Trump, c'est effectivement d'imaginer les Chinois poser à leur tour un pied sur la Lune. Le risque sous-jacent, c'est donc que la Russie, sans accord sur le volet spatial avec les Américains, se tourne vers les Chinois pour coopérer. Merci beaucoup, Jade. Colonel, Russes et Américains potentiellement alliés dans l'espace, c'est un changement de paradigme total. Oui, alors pas complètement, parce que c'était quand même, ça reste quand même un des rares domaines où ils coopéraient encore, effectivement. Mais au passage, Mars, c'est le grand échec des Soviétiques. Hein. Les Soviétiques n'ont jamais réussi à envoyer un engin sur Mars. Ça a toujours échoué. Et c'était à l'époque où ils étaient au temps de leur splendeur spatiale. Là, on est dans une situation où quand même il n'y a même plus de course. C'est-à-dire, les Russes ne sont plus dans la course à l'espace. Et ils n'ont pas été capables de déposer un engin sur la Lune. Ils échouent surtout. Qu'est-ce que les Russes ont inventé en termes récemment en termes d'exploration spatiale? En fait, ils sont complètement dépassés. S'il y a une coopération avec les Américains, d'abord, ce sera symbolique, et si c'est pas symbolique, ce sera plutôt à l'avantage des Russes. Ça leur permettra d'apprendre un certain nombre de choses, mais en réalité, les Américains n'ont plus besoin des Russes, concrètement. Ils peuvent très bien s'en passer. Donc pour ça reste effectivement symbolique. Et comme tout ce qui est proposé par les Russes actuellement, c'est quand même un peu dans le fond de tableau, c'est quand même un peu à leur avantage. N'oublions pas, voilà, je disais tout à l'heure, Trump utilise la politique pour faire du business. Les Russes, et Vladimir Poutine en particulier, utilisent le business pour faire de la politique. Toujours. Samantha. Oui, là, je crois que on ne peut pas qualifier ça de nouveau. C'est que pendant les années, on va dire jusqu'à vers 2021-22, les Américains et les Russes coopéraient
très étroitement dans l'espace. Depuis, si vous voulez, l'échec du programme Shuttle, qui était cette fusée soi-disant réutilisable, qui finalement était trop coûteuse, il y avait trop d'accidents pour la NASA, c'est vraiment les fusées Soyouz qui emmenaient des astronautes et des cosmonautes à la station spatiale internationale. Il y avait des astronautes américains qui s'entraînaient avec les cosmonautes dans la Cité des Étoiles près de Moscou, qui passaient des mois en préparation, en quarantaine. Donc, c'était plus une des grandes aberrations de cette guerre que cette coopération dans l'espace se termine. Mais aujourd'hui, en effet, les Américains sont en avant. On l'a vu depuis le début de l'espace. Les Russes, ils sont allés en premier. Ils ont envoyé le premier homme. Les Américains, ensuite, sont passés en avant. Donc voilà, c'est... Dans un monde où il n'y aurait pas de guerre, ce serait une coopération tout à fait compréhensible, et avec les Chinois aussi. Mais bon. Stéphane Marchand et ensuite Magali. Ah oui, c'est vrai, je confirme. L'Inde et la Chine sont en avance maintenant sur la Russie en matière de percée spatiale. Donc, comme c'est très symbolique, l'espace, c'est tout à fait normal que les Russes essayent de rattraper là, mais ils sont très, 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 très loin derrière. D'ailleurs, quand on se plonge dans ce que font les Russes, on s'aperçoit que tout ça est un tout petit peu brinque-ballant, un peu, à part peut-être l'économie de guerre qui fabrique des tanks, mais le reste, il ne faut pas les regarder de trop près, quoi. Magali. Mais là encore, Vladimir Poutine parle le langage de Trump, parce que Donald Trump, on l'a beaucoup entendu pendant cette campagne, dire combien il était fasciné par Elon Musk et ses fusées qui réatterrissaient toutes seules, qui revenaient sur leur base. Combien, même lors du discours de l'investiture, il a annoncé aux Américains une conquête spatiale, l'arrivée sur Mars. Donc là, encore une fois, Vladimir Poutine, d'ailleurs avec un sourire, hein, c'est assez amusant de le voir. C'est rarissime de le voir sourire quand il parle d'Elon Musk. C'est qu'en parlant d'Elon Musk, en parlant de conquête spatiale, eh bien, il va attiser la curiosité d'un Donald Trump. Et tout est fait pour. Et c'est vrai que toutes ces négociations sont quand même menées d'une main de maître par le chef du Kremlin, parce qu'il comprend très bien quels sont les ressorts de Donald Trump. Et justement, quand on voit leur proximité, même si Poutine n'est pas dupe, est-ce qu'on ne peut pas se dire finalement que ce qui se passe à Paris, c'est un semblant de négociation ? C'est en effet ce qu'on peut se dire. On peut se dire que même les Américains arrivent presque en portant la parole du Kremlin jusque dans l'Élysée. Quand on entend Donald Trump, ses dernières sorties sur Zelensky qui aurait déclenché la guerre, le fait que les Américains ne veuillent plus vendre de nouveaux missiles patriotes aux Ukrainiens, enfin, on comprend quand même que le monde que l'on connaissait est en train de changer radicalement.